Bienvenue dans Sortie de bocal, le podcast qui donne des ailes à vos rêves. Aujourd'hui, nous parlons écriture avec Virginie Lotte, qui est auteure de romans, animatrice d'ateliers d'écriture, lectrice pour bébés, art thérapeute. Écrire pour guérir, écrire pour transmettre, écrire en fragments comme des vitraux de cathédrale, écrire au long cours. Bref, écrire pour se dire, écrire comme une manière à soi d'être au monde. Bonne écoute. Bonjour Virginie, bienvenue dans ce podcast, merci beaucoup de participer. Alors Virginie, toi tu es naturopathe certifiée et doula, donc tu as un long parcours et puis en plus tu es maman de 4 enfants, grand-mère d'une petite fille. Mais tu as aussi un long parcours avec la créativité, notamment comme art thérapeute. Et aujourd'hui on va parler écriture, parce que c'est vraiment une passion qui t'anime. Je l'ai bien senti quand on a échangé la première fois toutes les deux, c'était vraiment magnifique, moi ça m'a beaucoup parlé. Et c'est vrai que j'avais envie d'en parler avec toi parce que l'écriture, ça m'accompagne depuis toujours. C'est quelque chose que je trouve très précieux et qui est accessible à tous et à toutes en réalité. Donc, peut-être que déjà, tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est ton histoire avec l'écriture? Alors, c'est une longue histoire, effectivement, parce que avant de savoir écrire, ce que j'aimais, c'était déjà le geste d'écrire. C'était déjà quelque chose qui m'animait enfant. Euh, et dans ce geste d'écrire, j'inventais toutes sortes d'histoires, qui évidemment n'étaient pas des vraies histoires, c'était des traces, mais c'était finalement l'écriture, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on laisse comme trace derrière nous. Euh, et après cette écriture, en fait, j'écrivais, pour moi, hein, enfant, je m'amusais, et est venue se rajouter la lecture. Donc j'ai commencé à écrire avant de savoir lire, mais comme je disais tout à l'heure, avec ces fameuses traces. Et la lecture est venue comme faire tache d'huile, en fait, dans mes univers créatifs. Et ça a vraiment nourri beaucoup mon imagination. Et j'ai commencé à écrire, j'étais des vraies histoires, des vrais récits. Je devais avoir 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai énormément écrit depuis ce temps-là. Il y a juste eu un moment autour de à l'adolescence, je sais pas, 13-14 ans, où j'avais des écrits qui avaient été trouvés par des camarades et de classe qui étaient venus à la maison. Et là, je me suis dit, écrire, c'est se mettre en danger. Écrire, c'est se montrer, c'est donner à voir quelque chose qu'on choisit quand c'est une écriture publique, on va dire, qui est destinée à être lue, ou qu'on ne choisit pas lorsque, dans des cas comme ça, c'est découvert à mon insu. Et là, à un moment, ça m'a interrogée sur, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on écrit et à qui on écrit? Et pendant un petit moment, j'avais décidé de ne plus écrire lisiblement. Je recommençais avec mes traces, qui n'étaient compréhensibles que de moi, pour le coup. Et après, voilà, j'ai repris une écriture tout à fait classique. Ça a duré 2 ans, hein, l'écriture codée, on va dire. Et après, j'ai repris une écriture classique tout à fait lisible que j'ai poursuivie jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Ouais, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur l'écriture codée. Ça me faisait penser à l'écriture tricotée, par exemple, de Louise La Liberté, tu sais, d'écrire de C'est manière ça. effectivement illisible, simplement pour soi. Mm. Et c'est vrai qu'en art-thérapie, dans le journal créatif, l'écriture, c'est un médium très, très précieux parce que finalement, on laisse couler en fait nos pensées par le stylo, comme le recommande aussi Julia Cameron avec les pages du Mm. matin. Enfin, Mm. c'est vraiment un moyen que moi, personnellement, je trouve incroyable de contacter son inconscient, ses rêves, toute cette vie, en fait, qui est un peu fluide, un peu mouvante, qu'on a parfois du mal à cerner, à saisir. Ouais, c'est chouette. Oui. Mm. Et ce type d'écriture, d'ailleurs, peut être assez, euh, ça peut être assez impressionnant parce que quand on se connecte à, à cette écriture, juste à ce qui vient, eh ben, on peut être très surpris de ce qui vient. Et, mais il y a comme un petit interrupteur, c'est est-ce que je m'autorise à laisser couler à travers mon stylo ce que j'ai en moi, c'est finalement une sorte d'écriture cathartique, en fait, qui va permettre peut-être de se libérer. Parfois, on ne sait pas de quoi, et souvent d'ailleurs, on ne sait pas de quoi avant d'avoir commencé. Mais ça, c'est vraiment un exercice qui est fabuleux.
Et l'idée, c'est de pas se contrôler ou de pas dire, OK, de pas rester dans une structure très scolaire, parce que c'est ça. En fait, l'écriture, souvent, peut, pour certaines personnes pour lesquelles ça a été compliqué, rester un symbole de ça doit être bien écrit ou si c'est mal écrit, ça ne vaut rien. Alors que dans ce type d'écriture créative, libératrice, en fait, intuitive, on n'est pas du tout là-dedans. On écrit au kilomètre, on écrit comme si notre vie dépendait de notre écriture. Et c'est là où il se passe vraiment des choses absolument fabuleuses. Et tu évoquais le journal créatif. Donc ça, je suis formée au journal créatif aussi avec Anne-Marie Jobin. Et en fait, dans cette approche-là, on tricote non seulement l'écriture, mais on tricote aussi les langages. C'est-à-dire que l'écriture seule peut bloquer, en fait, par rapport à le blocage de la page blanche. C'est vraiment quelque chose qui est assez fréquent chez les personnes qui ne sont pas habituées à écrire ou qui ont une intention et tout d'un coup, on a plein d'idées et puis quand on est face à la feuille, on se dit, bah, il n'y a plus rien qui vient. Donc en fait, l'idée de tricoter les langages, de tricoter avec du collage, avec du dessin intuitif, avec encore des traces qui ne sont pas encore formées en mots, tout ça, ça permet de faire comme un petit entraînement, en fait, de délier à la fois la main et le cerveau et de jouer aussi avec les deux mains, en fait, la main dominante, la main non dominante. Et c'est là où il se passe des choses absolument fabuleuses, en fait, au niveau de l'expression, de la création. Je parle pas de résultat, parce que quand on attend un résultat, ben souvent, on peut être déçu, mais c'est vraiment aussi, OK, j'y vais. Je sais pas ce qui va venir, mais j'y vais. J'ose, en fait. J'ose être moi à travers ce média qui est l'écriture. Ouais, tout à fait. C'est comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de se montrer. Et puis c'est comme en art plastique, par exemple le dessin, la peinture, où beaucoup de gens se disent, bah, je sais pas dessiner, je sais pas peindre, et voilà, je sais pas écrire. Alors qu'en fait, on est tous capables, comme tu disais, de laisser une trace. Et en fait, on n'est pas obligé de le montrer, on n'est pas obligé de faire quelque chose de beau, on n'est pas obligé de faire quelque chose de fini. Ça peut juste être quelque chose vraiment pour nous. Et il me semble que toi, tu essayes de développer ça aussi. Pour les personnes en fait, pour qu'elles puissent chacune se livrer et, et vraiment ouais, s'exprimer. Peut-être que je peux te demander, c'est justement tu parlais du journal créatif et des déclencheurs. On peut déclencher l'écriture par une image, par un dessin, par voilà un petit quelque chose qui va nous mettre sur la piste en fait. Et une fois qu'on est sur la piste, on est lancé. Mais c'est comme devant la page blanche quand on veut dessiner, on se dit bah mince, j'ai très envie de dessiner, mais je sais pas quoi dessiner. Puis on est là à se poser des questions. On passe une heure à chercher un sujet, puis finalement on fait rien. Et est-ce qu'il y a des petits voilà des petits déclencheurs comme ça de d'écriture ou voilà auxquels tu penses comme ça? Oui, alors les déclencheurs d'écriture, ça peut être des phrases, ça peut être des mots, ça peut être effectivement une photo. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des photos parce que la photo, soit c'est une photo qui évoque quelque chose qu'on apprécie, soit c'est une photo d'un souvenir qu'on a vécu, mais forcément, il y a quelque chose qui vient face à une photo, face à un dessin, ou face à une phrase qui tout d'un coup nous nourrit. On a envie de répondre à ça. Donc, et puis je pense que au niveau de déclencheur l'important c'est de se dire, je pars de moi. On peut avoir une photo, un déclencheur, une image, peu importe, mais ce qui va être écrit, c'est pas pour faire comme ce qui a déjà été fait, mais faire comme qui je suis. Et ça, finalement, c'est le plus difficile parce que, alors, on est d'accord, on ne crée jamais à partir de rien. On a toujours été inspiré par plein de choses, soit des récits, soit des tableaux, soit des choses qu'on a vues qui nous ont parlé à un moment donné. Mais après, tout ça, on le laisse composter et on en fait quelque chose de personnel. Et tu parlais tout à l'heure de beau, on n'est pas obligé de faire du beau ou, en fait, la question du beau et du laid, c'est aussi une vraie question, en fait, en création. Parce que un texte, et que ce soit un texte, un dessin, peu importe, si on demande l'avis à une tierce personne, forcément, il y aura plein d'avis, ça va être bien, ça va pas être bien, ça va. Mais en fait, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est est-ce que moi, quand je l'ai produit, quand je me suis plongée dedans, ça m'a rendue heureuse? Qu'est-ce que ça a produit chez moi?
dans mon corps, dans mes émotions? Qu'est-ce que ça produit de, pas de positif ou de négatif, mais qu'est-ce que ça produit tout simplement dans mon corps? Et à partir du moment où on est connecté à soi, et ben, ce qu'on va créer, ce qu'on va écrire, ce qu'on va dessiner, ce qu'on va tracer, peu importe, ça va être quelque chose de très personnel, de très soi-même en fait. Et en sachant en plus que si on parle du dessin par exemple, qui est quand même, comme je disais tout à l'heure, la première trace des lettres, on a quand même un processus qui est semblable à toutes les espèces, enfin tous les humains en fait, de ce processus de la trace. Et souvent en fait, à partir du moment où on va plus loin et qu'on veut représenter quelque chose de pas de symbolique, mais de figuratif, le monde se sépare en deux, en fait. Il y a ceux qui arrivent à réaliser ce qu'ils ont dans leur tête, et puis ceux qui tracent et qui disent, ah, ça ressemble pas à ce que je voulais. Et du coup, il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas. Alors que c'est tellement dommage, en fait. Euh, Tout le monde a cette capacité. Après, il suffit de le vouloir, peut-être de le cultiver aussi, et de faire confiance à, à soi-même, en fait, parce que écrire, c'est une manière d'être au monde. Pour moi, c'est, quel que soit le récit qu'on écrit, c'est une manière de dire qui je suis, ce que je veux engager dans le monde comme rêve, comme révolte, euh, comme projet, peu importe. Mais c'est vraiment une manière unique d'être au monde. Et quand on lit, moi j'aime beaucoup les ateliers d'écriture où à partir d'une même consigne, on lit les textes, mais c'est d'une richesse, ça foisonne et c'est absolument fabuleux en fait, c'est illimité, c'est illimité. Et moi, j'en suis arrivée à à la prise de conscience qu'en fait, tout récit ou tout dessin ou toute œuvre a forcément son public. C'est peut-être une ou deux personnes qui vont vraiment avoir quelque chose de complètement changé en elles-mêmes, d'avoir reçu ce récit, ce dessin, cette peinture. Et ça, je trouve ça très beau de se dire quelque part dans le monde, si j'ai envie de montrer, de lire mon texte, de montrer mon dessin, bah, peut-être que je vais vraiment toucher quelqu'un pour qui ça va résonner, pour qui ça va changer quelque chose. Je trouve ça vraiment beau. Et ce que tu disais sur le fait que, il y a cette profusion de créativité à partir du même consigne, ça me faisait penser à un podcast sur le cinéma, bon, peu importe, mais où la chercheuse disait, mais finalement, si on ouvre les portes de la créativité, il y a tellement de manières d'être un cinéaste et on a l'habitude de rentrer dans les rails parce que, bah voilà, c'est comme ça que ça vend, c'est comme ça que. Et en fait, mais laissons, elle disait, laissez la porte ouverte. Et elle disait, mais quand on ouvre cette porte-là, mais c'est incroyable la richesse de ce qu'on peut recevoir. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est magnifique. Sortons du carcan, soyons effectivement, laissons l'imagination, laissons les personnes être elles-mêmes et avoir leur propre chemin vers la créativité, quoi. C'est Mm, magnifique, c'est ouais. ça. Laissons les personnes être elles-mêmes. Et tu vois, souvent on a l'impression qu'il faut aller d'un point A à d'un point B, alors qu'en réalité, quand on laisse chacun être qui il est à travers cette créativité, en fait, un récit, on peut le travailler comme des fragments, en fait, et ça fait un peu, l'image qui me vient, c'est un peu comme les vitraux d'une cathédrale, en fait. Ce sont des fragments colorés qui, mis ensemble, font une réverbération lumineuse absolument fabuleuse quand il y a le soleil qui vient se réfléchir dedans. Et en fait, quand on écrit sous cette forme-là, qui n'est pas un récit du début à la fin, en fait, c'est fabuleux. Et c'est comme si on se promenait dans un labyrinthe et on en ressort enrichi. C'est vraiment quelque chose de fabuleux d'écrire en fragments. Et moi, je me rends compte dans les histoires, parce que je suis assez fascinée et passionnée par les récits de vie. Alors, pas forcément les biographies de l'enfance à la vieillesse, mais aussi ça. Mais ça peut aussi être un récit d'une enfance, un récit d'une naissance, un récit d'un amour, un récit de... Peu importe comment ce récit peut être tourné de manière à ce que on vienne y picorer en fait la quintessence de ces histoires. Et j'ai pu voir des femmes enceintes qui avaient écrit notamment pendant leur grossesse quand elles avaient la difficulté de vivre toutes ces transformations physiques et psychiques. Et après, après la naissance, en fait, c'est comment est-ce qu'on transforme une naissance qui a était parfois pas complètement à l'image de ce qu'elle se représentait. Comment est-ce qu'à travers l'écriture, tout ça, ça vient prendre une autre forme et apaiser parfois.
Et donc ça, c'est quelque chose de très fort. Et j'ai pu aussi constater avec des personnes âgées, en fait, à partir du moment où, donc ça, j'ai pu voir plusieurs fois des personnes âgées qui étaient vraiment, il n'y avait plus grand-chose de stimulant et de joyeux dans leur quotidien. Et à un moment donné, elles ont décidé d'écrire leur vie. Et c'est comme si ça leur avait redonné un nouvel essor, une nouvelle joie. Et c'est comme si elles recontactaient à travers ce récit toutes les phases de leur vie, mais sans que ce soit, alors, il y avait sans doute de la nostalgie par moment, mais en tout cas, moi, ce que je recevais, c'était énormément de joie. Donc, et une nouvelle manière de se dire, OK, j'ai encore la possibilité de poser mes mots et d'avancer, et d'avoir des projets et euh, de, de me projeter en fait dans un avenir, même si c'est que demain, après-demain, c'est pas grave. En tout cas, il y avait cette remise en vie en fait. Et quand je dis, c'est écrire, c'est naître à soi. Ben, finalement, c'est ça. C'est comment dans ces récits, à travers l'écriture, on ne change pas la réalité, c'est pas ça, mais c'est on transforme cette réalité qui peut-être a été blessante à un moment donné ou souffrante pour en faire une histoire qui pense avec un A euh, et qui apaise. Donc c'est vraiment, vraiment ça pour moi la magie de l'écriture. Que c'est comme un lien un peu entre les différents soi-même au cours du temps. Donc avec toute l'évolution qu'on a connue, voilà, la jeune fille, la maman, etc. Ou enfin voilà, la personne qui peut être un peu perdue dans une période de sa vie, puis après qui est très enthousiaste dans un nouveau projet, etc. Comme un lien vraiment de cœur finalement C'est entre les ça. différents. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée des fragments et des vitraux, parce que finalement, ce récit mis en forme, eh ben, recrée, redonne des lettres de noblesse à la personne qui a pu poser les mots. Alors parfois, ça peut être écrit par quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave, parce que l'écriture, la parole, la lecture sont très liées en fait. Et à partir du moment où la personne décide de confier une parole de cœur, et que une autre, moi en l'occurrence, je peux l'écrire, euh, il y a une sorte de confiance et de transmission. Voilà ce que je te donne et comment est-ce que tu peux en faire, le mettre en mots pour que je puisse après moi me, me reconstituer en fait, penser les blessures et je vois l'image de quelque chose de très rond, de très, euh, oui, comme quand on soigne une plaie et que cette plaie cicatrise. Et, ou alors, ça peut aussi être un peu comme les fameux bols japonais qui sont brisés, où en fait on vient y couler de l'or. En fait, à travers des histoires qui ont été, comme je disais tout à l'heure, peut-être souffrantes, en fait, on vient remettre de l'or, on vient remettre de la beauté pour pouvoir avancer en sérénité finalement sur ce chemin. Est-ce que c'est une histoire de remettre du sens aussi, dans tous les sens du terme d'ailleurs, une direction, un ordre, comme tu parlais des vitraux finalement. On Mm, voit tous les morceaux épars, on se dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on mm, voit le vitrail, on se dit, ah, c'était ça l'image, et quelle qu'elle soit d'ailleurs. Peut-être qu'elle est complètement figurative, peut-être que voilà, peut-être qu'à certaines mm, personnes, bah, ça n'évoquera rien, mais mm. C'est ça, une question d'ordre, mais comme tu dis, l'ordre est encore très subjectif parce que pour certaines personnes, cet ordre va dire, OK, moi, ça ne me parle pas. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ça parle à la personne concernée. ouais, ouais, tout Donc, à fait. Cette mm. histoire on n'est pas obligé de montrer, on peut le faire vraiment complètement pour soi. Et alors Mm. toi, du coup, comment tu procèdes alors avec ces personnes qui ont envie d'écrire ou de faire écrire leur récit de vie ou une étape de leur vie? Alors, il y a, il y a plusieurs choses. Parce qu'il y a soit des ateliers où les personnes écrivent ensemble, chacune leur histoire, avec des consignes. Comme dit, moi j'aime travailler en fragments. Donc euh, et là notamment j'ai un projet avec des femmes enceintes où l'idée c'est de laisser une trace, de faire quelque chose parce que pour moi il y a deux types d'écriture. Il y a, comme je disais tout à l'heure, cette écriture qui est personnelle, qui est plus cathartique, qui est plus
introspective et secrète. Et il y a une écriture plus intentionnelle, publique, qui est destinée à être lue. Donc en fait, là, c'est un double objectif. C'est à la fois un objectif pour elle, pour qu'elle puisse laisser une... Déjà, avant de laisser une trace, déjà, euh, bien vivre ces différentes périodes de la grossesse à travers ces écrits où elles vont pouvoir se déposer, où elles vont pouvoir peut-être exprimer des choses qui ne s'expriment pas partout. C'est pas simple quand on est enceinte de dire ben j'aime pas être enceinte, j'aime pas mon corps, j'aime pas. C'est quand même très jugé ce genre de paroles et en fait ce sont des choses qui sont absolument pas rares. Donc comment est-ce qu'on peut se déposer avec ce qu'on vit? Donc ça c'est un des premiers objectifs. Et le deuxième objectif c'est transmettre éventuellement à l'enfant, à d'autres femmes, aux conjoints, conjointes, pour que ce qui est vécu ne reste pas secret pour peut-être une meilleure compréhension. Donc il y a cette double objectif finalement d'aller-retour entre soi et l'extérieur. Qu'est-ce que j'accepte de donner à voir à l'extérieur et qu'est-ce que je veux absolument garder pour moi? Donc j'utilise là en l'occurrence l'écriture tricotée, l'écriture cachée, l'écriture en colle, enfin moi, plein de choses. Et dans ce qui est donné à voir, ça va être donné à voir soit par des panneaux, soit des photos, soit de l'audio aussi. Donc c'est vraiment un double projet où chacune décidera de ce qu'elle souhaite faire sortir d'elle en fait pour que ce soit vu par d'autres. Donc ça, c'est une première chose. Et sinon, pour les personnes qui souhaitent écrire un récit de vie, donc là, c'était souvent des récits de naissance jusqu'à présent que j'ai fait ou de grossesse. Et c'est un peu des échanges tout à fait. Déjà, il faut tisser le lien parce qu'on vient quand même se parler de choses qui sont très intimes. Donc, comment est-ce qu'on tisse ce lien-là? Pour moi, je vois aussi mon rôle de doula là-dedans parce que accoucher de soi, c'est accompagner une sorte de naissance. Donc, que cette personne soit mise en confiance pour pouvoir exprimer tout, et à ce moment-là, c'est moi qui le mets en forme. Et puis après, on fait différents allers-retours jusqu'à ce qu'on ait un texte plus ou moins long d'ailleurs. Ça peut être accompagné de photos, ça peut être accompagné de dessins, voilà, peu importe, qu'il soit quelque chose qui leur ressemble et qu'elles ont envie de garder. Souvent, c'est quelque chose qu'on garde plus, enfin, qu'elle garde plus pour elle, parce que ça correspond à une réparation. J'étais en train de me dire, j'aimerais tellement retrouver des récits, par exemple, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, comme ça, pour avoir une idée de ce qu'ils ont pu vivre, ressentir, penser, de leurs émotions. Je me dis, c'est tellement beau de pouvoir laisser comme ça, comme tu disais, des traces, en fait. Et toute vie est extraordinaire et pleine de valeurs, et il n'y a pas besoin d'être célèbre, d'avoir voilà coché des cases pour ça. C'est vraiment simplement d'être. Mm, C'est extraordinaire. mm, Et dans les vies les plus humbles, ou en tout cas étiquetées comme humbles, parce que selon quels critères, encore une fois, il y a vraiment des trésors euh, d'événements, de relations, de petits, des pépites de vie tellement intenses, tellement enfin, que moi, personnellement, j'aimerais beaucoup, beaucoup, tu vois, retrouver. Enfin, si je trouvais ça, pour moi, ce serait un trésor extraordinaire. mm, Je ferais ça dans un grenier, bon, c'est pas probable. mm, Mais c'est chouette, du coup, que tu encourages. Moi, en tout cas, voilà, je trouve ça chouette que tu encourages les personnes à faire ça, parce que c'est des trésors mm, pour les générations mm, futures, quoi. mm. Au-delà des personnes elles-mêmes, bien sûr, parce que c'est le but Oui, principal. oui. Mm. Ah oui. Ah oui, mais complètement. Parce que je pense que souvent on a l'impression que on invente tout, qu'on sait mieux, que c'est. Mais en fait, toutes les anciennes générations, en fait, sont enfin, ont un partage d'une richesse folle. Et ça me fait penser à toutes les personnes qui utilisaient les plantes euh, et dont on a un peu euh, négligé ce savoir. Il fallait l'oublier, il fallait le remplacer voilà, par plein d'autres traitements. Et maintenant, on recherche et on est très friand de ce genre de connaissances, alors que les plantes, elles poussent partout, elles sont toujours là, elles ont toujours été là, elles ont toujours eu les mêmes rayonnements énergétiques, les mêmes compétences pharmaceutiques, c'est pas exactement ça que je veux dire, les mêmes propriétés médicinales. Et c'est maintenant qu'on recherche, mais
personnes qui recherchent sont des gens comme toi et moi, en fait, des gens qui ont envie de ce retour à la terre, qui ont envie de se soigner autrement, qui ont envie de se connecter avec les racines, qui ont envie. Et je trouve que c'est très, très important. Et tout ce savoir, en fait, consigné dans des journaux, mais c'est une mine, c'est un trésor, c'est extraordinaire. Mais il y a eu beaucoup de pertes, en fait. Donc, je te rejoins dans la vie des personnes humbles, avec leur savoir du quotidien, avec toutes ces petites pépites. C'est fabuleux et c'est juste être. C'est pas faire des choses grandioses, c'est juste chaque vie est précieuse et de par ce qu'elle est, bah, c'est absolument un trésor. Ouais, puis il y a toutes ces tempêtes intérieures, toutes ces choses qu'on traverse de manière souvent invisible en fait, ou peut-être pour les très proches, mais finalement, qu'est-ce qui reste pour les générations futures? Pas grand-chose, que ça n'aura pas marqué finalement à l'extérieur. Donc on ne saura pas que telle personne a vécu, je sais pas, un intense chagrin d'amour, mais personne n'en a jamais rien su. Enfin, des choses comme ça. Enfin, Mm, je mm, trouve je trouve mm, ça. Puis finalement, on est au-delà de l'écrit et de la trace écrite, on est tissé de récits depuis toujours. Enfin, j'imagine que l'humanité est faite de récits depuis toujours. Et comme on a un mm, petit peu perdu cette habitude, cette tradition de se transmettre les récits par oral, c'est précieux qu'il y ait quand même. Il y a les mm, photos, il y a plein de choses, hein. Mais mm. c'est chouette qu'il y ait aussi. Mais d'ailleurs, bon, j'imagine qu'il y a aussi cette partie d'écrit dans les textos, dans les emails. On peut aussi trouver finalement, reconstituer maintenant peut-être plus facilement, faire une sorte d'archéologie hein, Mm. par les nouvelles technologies, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est quand même, il y a quand même une forme d'art dans les récits, même si c'est cathartique, même si c'est une idée de, voilà, de se livrer. Est-ce qu'il y a toujours cette composante artistique ou Alors, je- là, quand tu as commencé à poser la question, j'avais envie de dire, mais oui, il y a absolument une composante artistique dans les récits. Et après, je me suis dit, euh, est-ce que c'est une composante artistique ou c'est une composante créatrice? Euh, et je pense que les deux se côtoient fortement et qu'il y a des récits qui sont vraiment artistiques et puis qu'il y a parfois des récits, des écritures qui sont juste là pour être transformés. Il y a des récits qu'on écrit au fil de la plume, qu'on a envie de brûler, qu'on a envie de déchirer, qu'on a envie de transformer, de coller. Et c'est juste comme ça. Moi, je pense que ce qui va définir est-ce que c'est artistique ou est-ce que c'est juste créatif ou c'est juste cathartique, est-ce que quelle est l'intention de la personne? Parce que si elle a envie que ce soit détruit, voilà, après, il y a des œuvres d'art qui se détruisent, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intentionnel là-dedans aussi en sachant que qu'est-ce que je veux montrer et quand j'écris, j'écris pour qui? J'écris pour que ce soit lu ou j'écris juste pour moi, j'écris pour que ce soit déchiré, brûlé, etc. Mais quand tu disais tout à l'heure qu'on a tous besoin d'histoire, oui, on a tous besoin d'histoire et dès notre plus jeune âge, on a besoin d'histoire et on a besoin d'histoire parce que le langage de l'histoire, les mots des histoires ne sont pas les langages du quotidien. C'est un langage qui peut être poétique, c'est un langage qui va nous emmener sur d'autres chemins, c'est un langage qui va nous transformer sur les fils de l'imaginaire, c'est un langage qui va vraiment nous emmener dans d'autres univers, qui va nous faire rencontrer des gens, qui va nous permettre de vivre 1000 vies, alors que lorsqu'on vit et qu'on ne lit jamais, qu'on est juste dans le quotidien avec un langage du quotidien, ça peut être très pauvre quelque part. Alors que les récits enrichissent la vie et permettent vraiment de vivre aussi des expériences qu'on n'aurait jamais l'occasion de vivre par le fonctionnement des neurones miroirs, de toute cette plasticité. Donc en fait, oui, on a besoin de récits et beaucoup, 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 beaucoup. Et d'ailleurs, quand on écrit bon, autre chose que des récits de vie, mais quand on entre dans l'écriture d'une fiction, par exemple, là encore, il se passe quelque chose avec celui qui écrit. Il y a vraiment, ou celui ou celle, euh, quand j'écris, là, je suis en train de finir un roman, en fait, et ce roman, en fait, il m'a fait passer par des phases où j'avais entendu qu'on me disait, oui, tu verras à un moment donné, les personnages, ils vont prendre ils vont t'emmener. J'y croyais, en même temps, je me disais, ça doit arriver qu'aux gens qui le font beaucoup, mais en fait, c'est pas du tout ça. Moi, mes personnages, à un moment donné, ils ont pris la direction de l'histoire.
et je n'avais pas le choix que de les suivre. Et là, je me suis dit, waouh, c'est très, 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 très fort ça. En fait, c'est plus moi qui écris le récit, c'est le récit qui m'écrit. Et il y a cet aller-retour. J'ai initié cette histoire, j'ai donné vie à mes personnages, et après, mes personnages eux-mêmes dans le récit, ils vont là où ils ont envie d'aller. Et c'est profondément transformateur. C'est vraiment quelque chose. Donc, il y a à la fois, on a besoin de lire des histoires, de les entendre, de les recueillir et d'en écrire. C'est encore, c'est autre chose, mais c'est complémentaire, on va dire. À un moment, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Je me disais, je sais pas, là, il y a quelque chose qui va pas. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait, en ce moment, j'ai pas d'histoire. Parce que normalement, je lis ou j'écoute des livres audio, mais tout le temps, c'est en continu. Et dans cette période-là, je sais pas, j'étais occupée par d'autres choses, je sais pas. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais je sais ce qui me manque. Et bam, je suis replongée je sais plus, j'avais livres audio ou des livres. Et là, tout d'un coup, je me suis apaisée et tout d'un coup, je pouvais avoir toutes ces dimensions dont j'ai besoin en parallèle de ma vie. Et c'est pas un échappatoire, c'est comme un enrichissement permanent. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment comme une forêt. Il n'y a pas trois arbres. Il y a toute une vie, en fait, dans une forêt, quoi. C'est pareil. Quand tu dis qu'il te manquait quelque chose, je trouve ça très, très éloquent, en fait. Oui, quand il nous manque un récit, enfin un livre, ou quand on est trop dans le fonctionnel, parfois, eh ben, il manque cette partie. Et j'aime beaucoup, comme tu disais, pas pour fuir le réel, c'est pour le nourrir quelque part. C'est pour lui donner du grain à moudre, en fait. Et ça, c'est absolument fabuleux, quoi. C'est essentiel. Mais c'est comme ça qu'est née aussi cette discipline de la bibliothérapie, en fait, où finalement, alors là aussi, il y a différentes écoles. Moi, mais ça, je parle en mon jeu, hein, ça n'engage que moi. Je ne suis pas pour le livre médicament. C'est-à-dire que si tu vis un chagrin d'amour, tu vas lire que des livres qui parlent de chagrin d'amour, qui vont être résolus. Et puis, ou les enfants, là, avec les enfants, il y a vraiment des choses, les enfants qui veulent plus, qui on veut enlever la tétine. On lit tous les livres sur les enfants qui en enlèvent la tétine ou la mort ou quoi. Je suis pas pour ces livres-là, moi. Je suis pour des livres qui viennent nourrir l'esprit à un moment donné. Et même si le livre qu'on lit ne parle pas du tout de ce qu'on vit de difficile, si c'est le livre qu'on a choisi, qui nous correspond, ça va ouvrir des portes. Et c'est ça qui est fabuleux, en fait, dans la littérature. Ah bah ça, je te rejoins à 100%. Enfin, c'est incroyable comme on a toujours, je trouve on reçoit toujours le livre dont on a besoin au moment précis. Et c'est vraiment pas la quatrième de couverture qui va faire que ça va correspondre. Ah bah oui, Mm, Pam, c'est bien ça. mm, Non, mais c'est exactement ça. Et on va mm, tout d'un coup, on va tomber sur une page, on va se dire, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. On se dit, mais c'est génial, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, lire, peu importe, à ce moment-là. Ouais. Je savais même pas que la bibliothérapie existait, donc je viens de mm. découvrir un mot. Alors, en fait, ça consiste en la prescription d'ouvrages. Alors, comme dit, hein, il y a différentes manières de le pratiquer. Soit prescription, donc une liste de livres, tu lis quelque chose de compliqué, ben voilà, on te recommande de lire tel et tel livre. Ou ça peut être quelque chose de très vivant qui se pratique en atelier, où c'est à mi-chemin entre lecture et écriture, où on se sert, moi j'aime bien me servir de certains passages des livres, de lecture de certains passages. Évidemment, dans une séance, on n'a pas le temps de raconter un livre de 100 pages, mais comment certains passages viennent semer des graines et font fleurir des végétaux qu'on ignorait. Et si après on a la possibilité de le transformer dans une écriture, parce que je pense qu'il y a quand même quelque part la nécessité d'une mise en mouvement, et cette mise en mouvement, en tout cas, elle se fait à travers l'écriture, à partir d'une phrase. Puis les consignes, elles peuvent être, les propositions d'écriture, on va dire plutôt que consignes, peuvent être très variées, en fait. Et ça permet encore une fois, d'aller au-delà de ce qu'on vit, de sortir de sa souffrance pour pouvoir l'apaiser. Et après, voilà, chacun peut lire en plus des livres qui lui sont recommandés. Mais il y a vraiment cet aller-retour entre
je lis, je me nourris et je me mets en mouvement, soit à travers l'écriture ou la recherche d'autres ouvrages. Mais c'est d'une richesse. En fait, c'est aussi comment les livres relient les humains qui sont soit en souffrance ou pas d'ailleurs. Et c'est aussi comment la lecture à voix haute recrée du lien social. Le lien à la fois avec celui qui lit, mais le lien aussi entre celui qui écoute et le livre. Il y a quelque chose, finalement, c'est une triade, en fait. Et ça, c'est vraiment d'une grande richesse parce que pour ça, je disais, en fait, on n'écrit pas si on ne lit pas. Enfin, lire nourrit l'écriture et vice-versa, quoi. Et à côté de ça, la lecture à voix haute crée encore autre chose. Et là aussi, je lis pour moi ou je lis pour offrir, pour donner à entendre. C'est comme l'écriture, j'écris pour moi ou j'écris pour l'offrir au monde, en fait. Et c'est toujours cet aller-retour et je pense que tout est complémentaire. On ne peut pas écrire juste, enfin, on peut écrire juste pour offrir au monde, mais je pense qu'il y a même les auteurs ont souvent ce qu'on appelle des journaux d'écriture, en fait. Ces journaux d'écriture, ça consigne toutes les galères qu'on traverse quand on écrit un livre et puis qu'on doute de tout et qu'on a l'impression que le livre il n'intéressera personne et qu'on a des doutes sur l'intrigue, qu'on a des doutes sur les personnages. Et il y a plein de grands auteurs qui ont ces journaux d'écriture. Et c'est fabuleux parce que ça ramène à une humilité et à une humanité. Que finalement, écrire, c'est pas, il n'y a pas des gens doués et des gens qui ne le sont pas. C'est une question de travail et une question d'envie de transmettre par le mot, en fait. Donc ça, c'est fabuleux. Et puis, de se rendre compte de ça, ça permet aussi de relativiser un peu et se dire, OK, en fait, si ça m'habite, si ça m'anime d'écrire, eh ben go, allons-y, quoi. Il y a une voix qui peut se joindre à toutes celles qui sont déjà là et c'est génial. Ouais, non, mais oui, c'est important de le rappeler, cette notion d'envie. Si on a Oui, envie d'écrire, écrivons. Il n'y a pas de c'est problème. ça. Oui, parce que si on n'écrit pas, rien ne se fera. Ouais, et puis c'est comme à peu près toutes les pratiques, on commence un peu en tâtonnant et puis l'habitude vient et puis on trouve sa voix, on trouve son style, on trouve ses manières de faire. Et c'est ça qui est beau aussi, de se voir évoluer, puis de pouvoir regarder, bah voilà, quand on a commencé et puis comment on a évolué, puis les différents styles qu'on a pu traverser, les différentes phases peut-être, les différentes expériences qu'on a faites. C'est vraiment une expérience de toute façon d'écrire, comme tu disais tout à l'heure, avec des personnages qui se sont emparés de l'intrigue. C'est une expérience à vivre que tu nous partages, qu'on arrive à ressentir. Mais tant qu'on l'aura pas vécu nous-mêmes, ce sera toujours un partage. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment quelque chose où c'est juste, tu dis, on évolue. Quand je regarde les premiers livres que j'écris, que je les relis, je me dis, ah oui, mais je ferais plus du tout comme ça. Et c'est le premier, alors c'est pas mon premier roman, mais c'est le premier que je travaille à ce point-là. Euh, et en fait, je me rends compte qu'on peut toujours aller plus loin dans son rapport à l'écriture et son rapport à la précision du mot, au personnage, et que peut-être que dans 10 ans, je dirai encore autre chose et que je serai encore passée par des étapes que j'ignore complètement aujourd'hui. Et c'est ça finalement, l'écriture, pour moi, c'est une métaphore de la vie. Ça. Ah ben oui. Ouais, c'est toute une alchimie entre ce qui se voit, ce qu'on met volontairement, ce qui arrive sans même qu'on s'en aperçoive, ce qui se transforme à l'intérieur et tout d'un coup, bam, on se dit, oh waouh, j'en suis là, voilà ce qui apparaît. Enfin, moi, ça m'a fait ça avec la peinture, tu vois, où pendant un moment, je peignais plus, etc. Et puis tout d'un coup, je me suis, voilà, j'avais vraiment l'envie, tu vois, pour le coup, j'avais envie, je savais ce que je voulais peindre. Et pour te dire, franchement, je me suis dit, ah ouais, bah, je savais pas que je pouvais peindre comme ça, tout d'un coup, tu vois. Et là, tu dis, mais c'est incroyable. Et avec l'écriture, j'imagine que c'est pareil. Il y a c'est sûr, il y a toute une partie technique, d'entraînement, de pratique. Et puis, il y a tout ce qui se fait sans même qu'on s'en aperçoive. Et cet enthousiasme au sens étymologique, d'être habité par la divinité, par le divin, par le plus. C'est ça aussi qui fait, et c'est ça qui fait qu'on est humain aussi, qu'on est très ancré. Puis on est quand même beaucoup plus vaste que ce qui se voit, quoi. Ah, mais complètement. Mais je pense que quand on écrit ou qu'on peint, alors il y a tout un travail en souterrain qu'on ne mesure pas. Mais moi,
je pense que comme pour tout, on n'écrit pas seul, on ne peint pas seul, on est inspiré. Quand c'est à ce point-là une nécessité de le faire, c'est que c'est pas juste avec notre petite idée, voilà, notre technique. Pour moi, ça suffit pas. Ça devient quelque chose de très froid. Il faut que ce soit nourri et que ce soit, ouais, inspiré. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Eh ben, merci beaucoup Virginie, je pense que tu vas avoir beaucoup de personnes après ce podcast qui vont prendre un cahier et un crayon. Et, Bah, j'espère. ouais, et puis comme tu disais, c'est une manière d'être humain, c'est une manière d'être en lien, c'est une manière Mm, d'être en lien avec soi, avec les autres, avec tous ceux qui mm, sont venus avant, après, avec aussi les écrivains qu'on aime. Parce que tout d'un coup, on se dit, ah bah voilà, mm, je marche sur tes pas, enfin, tu m'as donné mm, envie d'écrire, je te suis, enfin, je trouve mm, ça mm. beau, ouais. Ouais. Il y a Ouais. un très beau livre de Geneviève Brissac et Agnès Dessart sur Virginia Woolf, et on sent leur amour de cet auteur que j'aime aussi énormément. Enfin, vraiment, Virginia Woolf, c'est une des auteurs que j'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup les auteurs féminines, et elle parle justement dans ce livre de l'écriture féminine, de l'écriture de Jane Austen. Je pense pas qu'elle parlait de Marguerite Duras, moi j'aime beaucoup Marguerite Duras aussi, de cette comment dire, connivence entre femmes Mm, lectrices et femmes écrivains, et comment il y a quelque chose de mm, très intime qui se lie, en fait, qui se tisse tu vois, dans ce lien, en fait, mm. entre l'écrivain et Ah. la question. Est-ce que tu fais des ateliers en ligne? Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui aimeraient suivre des ateliers avec toi. Alors, j'en propose régulièrement. Ils sont sur mon site, je communique. Là, j'en avais avant Noël, j'en avais. Et j'ai plusieurs thématiques, pareil, qui sont écrites sur mon site. C'est écrire la maternité. J'ai 3 thématiques. Alors, écrire la maternité, c'est pas nécessairement quand on est enceinte. C'est écrire la maternité d'une manière beaucoup plus large. C'est quoi la maternité aussi? Et il y a à chaque fois écrit le nombre de séances, c'est 4 séances, c'est 3 séances, 2 séances ou une. Avant Noël, c'était sur la lettre, une lettre qu'on peut s'écrire. Donc oui, c'est quelque chose que je propose aussi. Super, merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup pour ton enthousiasme, pour ce partage, voilà, je te dis, qui donne vraiment envie pour le coup. Mais c'est vrai que je suis passionnée et que du coup, voilà, si ça peut toucher des personnes, que ça les inspire, et ben c'est juste, voilà, c'est juste formidable. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à laisser une appréciation, à vous abonner ou encore à le partager avec vos amis. Un grand merci, à bientôt!